Salut à tous, alors je suis ici ce soir devant l'Opéra Garnier, dit l'Opéra de Paris, et c'est pour vous parler d'un mystère dont le nom parle à beaucoup de gens, le fantôme de l'Opéra. Alors, j'aimerais beaucoup vous dire que tout le monde connaît ce nom, surtout grâce à la nouvelle de Gaston Leroux, le fantôme de l'Opéra, mais on va pas se mentir, c'est surtout grâce à la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber's glittering musical, Phantom. Ouais, Andrew Lloyd Webber, la némésis de Monsieur Sheffield dans Une nounou d'enfer. Mais aussi grâce à la palanquée de films, téléfilms, séries, dessins animés ou même jeux vidéo, ayant soit tenté clairement l'adaptation, ou ayant pompé le pitch pour en faire un gros rip-off. Puisqu'il faut clairement le dire, après le Noël de Monsieur Scrooge, je pense que la trame du fantôme de l'opéra est clairement la deuxième la plus grassement recyclée de la culture pop. Concrètement, du musée au centre commercial, on a eu un fantôme pour à peu près tous les lieux publics possibles et envisageables. The Phantom of the Opera. Phantom of the Paradise. Phantom of the Megaplex. Phantom of the Mall. Eric's Revenge. Il y a même eu en son temps un épisode de Alerte à Malibu sur le sujet. Ok Pamela, c'est le moment où le monstre te montre ses terribles blessures. À toi, vas-y. C'est d'ailleurs un des meilleurs épisodes, avec celui où Mitch Buchanan sauve le monde d'une explosion nucléaire, et celui où il se fight avec des alligators dans les égouts de Malibu. Mais que nous raconte cette histoire que tout le monde pense connaître? Pour la faire courte, l'Opéra de Paris subit une suite d'horribles et mystérieux faits divers. Un rôdier retrouvé pendu, un gars est broyé sous un lustre, etc. Et alors qu'une jeune et jolie chanteuse débarque, un type se faisant appeler le fantôme de l'opéra apparaît et revendique avoir provoqué intentionnellement les différents faits divers récents. En menaçant de récidiver, il décide de faire chanter tous les différents responsables de l'opéra. Il cessera ses activités terroristes si on lui réserve pour toujours la loge numéro 5 et qu'on lui verse immédiatement 20 000 francs. Plus tard, le fantôme Sophie Filou craque sur la nouvelle chanteuse. Il décide de la kidnapper et de la séquestrer dans son repère secret. Il lui explique qu'il se cache dans les égouts, les souterrains et les couloirs de l'opéra depuis qu'il fut défiguré dans un terrible incendie. Débarque finalement le fiancé de la jeune femme qui a réussi à retrouver sa trace dans le dédale de tunnels sous Paris. Le fantôme de l'opéra, touché par leur amour, les laisse partir. Bon, tout ça c'est pour la fiction, mais ce que peu de gens savent, c'est que cette histoire, c'est un petit peu un mélange entre tout un tas de faits divers et de légendes qui entourent réellement l'opéra. Pour ce bâtiment, les soucis commencent dès le début des travaux. Après la découverte d'une nappe phréatique importante, l'architecte fut obligé de repenser entièrement les fondations. Il transforme cette réserve d'eau en lac souterrain et divise les fondations du bâtiment en 3 parties distinctes reliées entre elles par des tunnels. Toutes ces modifications vont rallonger grandement la durée des travaux. Entre le premier coup de pelle et le coup de ciseau de l'inauguration, 15 ans vont s'écouler. Mais c'est 2 ans avant l'inauguration que des rumeurs vraiment étranges commencent à entourer le bâtiment. Le 28 octobre 1873, soit 5 jours avant la Toussaint, à seulement quelques mètres du chantier, un incendie terrible se déclare. Le conservatoire Pelletier est en flammes. Et en 24 heures d'un inarrêtable brasier, c'est tout ce bâtiment dédié à la musique qui part en cendres. Alors la rue Pelletier c'est ici, et quand on est à l'opéra, on est là. Comme vous voyez, c'est pas très loin. Bon, il n'y a plus rien à voir, puisque tout a brûlé en fait. Les rapports officiels de l'époque ne déplorent qu'une seule victime, le caporal des pompiers en charge de stopper l'incendie. Pourtant très vite, une rumeur court dans Paris. Un jeune couple aurait été pris dans les flammes. Une jeune ballerine et un pianiste. Elle aurait péri dans les flammes, lui aurait réussi à fuir le brasier, mais complètement défiguré. Le pauvre pianiste, fou de chagrin, aurait été aperçu quelques jours plus tard s'introduisant la nuit dans le chantier de l'Opéra Garnier. Mais personne ne l'aurait vu ressortir. Lorsque l'opéra est enfin inauguré, après 15 ans de travaux, il devient officiellement la 13e salle de la ville. Et c'est soudain comme si ce chiffre maudit imprégnait l'édifice. Certains croient entendre un homme jouer de l'orgue la nuit, d'autres le voient se cacher dans les couloirs. Pour beaucoup, le pianiste défiguré serait mort dans les fondations de l'édifice et hanterait les lieux. Des faits plus étranges et bien plus violents secouent l'opéra. On découvre le corps d'un machiniste étranglé, mais la corde ayant eu raison de lui n'est jamais retrouvée. Peu de temps après, c'est une jeune danseuse, un petit rat de l'opéra qui tombe depuis la verrière, et elle se brise la nuque sur la 13e marche de l'escalier principal. Enfin, l'histoire certainement la plus impressionnante de cette suite d'événements est la fameuse représentation du 20 mai 1896. Ce soir-là, l'opéra affiche complet. Pour se distraire, le tout Paris va voir la dernière représentation de Hélé de Floquet. Alors que sur scène se joue encore la terrible histoire de cette malédiction de Poséidon, un terrible bruit sourd retentit. L'orchestre et les ténors se figent dans le silence. Pour une raison encore inexpliquée à ce jour, le contrepoids de l'immense lustre principal vient de céder. Dans un terrible fracas, le lustre tombe et s'écrase sur le public. Le silence fait place aux cris et à la panique. Et là, à la surprise de tous, il n'y a qu'une seule victime à déplorer, l'occupant du siège numéro 13.
C'est finalement la découverte en 1907 d'un squelette étrange et difforme dans les caves, et la légende selon laquelle l'intégralité des catacombes de Paris mènerait au lac artificiel sous l'Opéra, que tous ces faits vont se lier dans l'imaginaire de Gaston Leroux, qui en tirera son œuvre la plus connue. D'abord publié en septembre 1909 sous la forme de feuilleton dans les journaux, Le Fantôme de l'Opéra est un tel succès qu'il est publié en roman relié seulement 7 mois plus tard, en avril 1910. À partir de là, la légende du Fantôme de l'Opéra était définitivement lancée et reste encore à ce jour aussi vivace. Se rendre à l'Opéra, c'est pas bien difficile, il faut récupérer la ligne 8, et celle-ci est croisée par à peu près toutes les lignes du métro, à l'exception de la 2, la 3 bis et la 7 bis. Il y a également 2 lignes de RER qui y vont, la A et la C. L'entrée se fait sur la gauche du bâtiment après la façade, et à ce moment-là, à vous la visite de l'Opéra. Quand on visite l'Opéra, il y a une atmosphère, il y a un truc magique. On n'a aucun mal à imaginer la silhouette du fantôme se dessiner derrière nous. Ça, c'est un vrai plaisir quand tu visites l'Opéra, c'est de voir qu'en fait, cette histoire faisant partie totalement du folklore de l'édifice, elle est respectée. Et du coup, la loge numéro 5 est indiquée en tant que loge du fantôme de l'Opéra. En plus, elle est un petit peu cachée, tout le monde ne vient pas la voir. Enfin, vraiment, c'est un vrai plaisir de découvrir cet endroit quand on visite. Bien sûr, au-delà des loges, vous pourrez évidemment observer le célèbre lustre qui lui a été raccroché, la loge numéro 5, découvrir la verrière de là où a chuté la pauvre petite danseuse et évidemment la 13e marche, et découvrir dans la boutique souvenir que tout un petit espace consacré au fantôme de l'Opéra existe. On peut y trouver des livres, des DVD, la musique de la comédie musicale, des petites figurines et même un porte-clés pour la loge numéro 5. Même si visiter l'Opéra reste l'une des meilleures manières d'appréhender le mythe du fantôme de l'Opéra, après évidemment la lecture de la nouvelle de Gaston Leroux, il y a également quelques itérations fort agréables. J'ai un petit faible personnellement pour la version de 1989 réalisée par Dwight Little avec Robert Englund qui, après avoir joué Freddy Krueger, donne ses traits au fantôme de l'Opéra. Je ne suis pas un grand fan de comédie musicale, ça me fait donc un petit peu mal de l'avouer, mais il faut le reconnaître, la version de Andrew Lloyd Webber est un sacré spectacle, et parmi les milliers de rip-off existants, je suis obligé évidemment de conseiller le Phantom of the Paradise, classique parmi les classiques de Brian De Palma, sorte de version moderne et revisitée du fantôme de l'Opéra, mais également les aventures fantastiques de Sacré-Cœur et le spectre de l'Opéra, de Laurent Audouin et Amélie Sarne. Livre jeunesse avec une approche très différente du mythe, et une scène finale digne de Ghostbusters. Voilà, je referme ici cette capsule, cette visite à la recherche du fantôme de l'Opéra. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce qu'on fait sur ce genre de plateforme, liker, commenter, partager, vous abonner, sonner la petite cloche. Et puis je vous retrouve bientôt pour la visite de nouveaux lieux hantés.